téléspectateurs, le réel plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos machines pour suivre cette émission qui est spécialement aujourd'hui qui reçoit un économiste, un homme politique, un digne fils du pays, la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de monsieur Jean-Oscar Ngala-Mouloume, avec qui nous allons s'entretenir. On va parler des questions d'actualité, des questions politiques, des questions économiques, des questions d'ordre social. En fait, on va parler un peu de tout ce qui touche la population congolaise au quotidien. Monsieur Ngala-Mouloume, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Ngala-Mouloume, d'emblée, on vous présente comment? Plus un économiste ou encore plus un politicien? L'un n'exclut pas l'autre. Je suis économiste de formation et je suis un politicien et actif. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui d'avoir un politicien, un économiste sur nos plateaux. C'est les deux secteurs qui ne marchent pas dans le pays, la République démocratique du Congo. La politique ne marche pas, on tourne en rond. L'économie, n'en parlons même pas, parce que les dernières publications des indices de la population a relevé l'RDC à la dernière position sur le plan économique. Comment pouvons-nous relever la pente sur le plan économique dans notre pays avant de parler de la politique? 56 années après l'indépendance, je crois que c'est une durée suffisamment longue devant permettre une réflexion profonde pour qu'apparaissent les tendances nouvelles. De ce fait, quelques questions s'imposent. Elles consistent à savoir comment peut-on rendre la confiance et l'espoir au peuple congolais. Comment peut-on sortir le pays du gouffre de la crise économique et sociale, voire même spirituelle, pendant cette période d'histoire menacée. Voilà les quelques questions majeures auxquelles seuls les Congolais de concert avec les membres de la communauté financière internationale doivent trouver la réponse. Vous pensez qu'en 56 ans après, les Congolais ont encore besoin d'aller vers des institutions financières internationales pour poser des problèmes, pour trouver des solutions aux problèmes congolais? Vous ne pensez pas qu'il est temps que les Congolais autour d'une table cherchent par quelle voie, par quels moyens relever la pente économique? Ce ne serait pas important, est-ce qu'il est encore temps de faire recours à l'Occident? Pour la reconstruction du pays, le Congo a deux possibilités. Ou il s'autofinance, c'est-à-dire il s'autofinance, ou s'il peut faire recours à la communauté financière internationale. Du point de vue l'autofinancement, la réponse est certes non. Pourquoi? Parce que par l'autofinancement, j'entends le prélèvement d'une partie de ses avoirs personnels, c'est-à-dire l'épargne. Mais attention, avant d'épargner, il faut avoir produit et commercialisé. Lorsqu'on produit, on commercialise, on réalise le bénéfice. Avec ce bénéfice, on dépense une partie on garde de côté pour faire face à ces problèmes les jours J sans faire recours à l'emprunt auprès de telle ou telle institution financière. Mais attention, avant de produire, il faut toujours avoir le capital. La question qui demeure est de savoir si notre pays est en mesure d'autofinancer sa construction. Qu'est-ce que le pays a produit, qu'est-ce que le pays a commercialisé, qu'est-ce que le pays a réalisé comme bénéfice pour épargner et être en mesure de s'autofinancer. Le pays est en mesure de s'autofinancer, c'est le plus grand problème. Mais là, se pose un problème politique. Le Congo produit le cuivre, le coltan, le diamant, l'or, les zinc, le manganèse. En fait, le Congo produit une panoplie de matières premières. Il se pose un problème de gestion. Lorsqu'on demande aux mandataires publics qui gèrent ces entreprises minières, ils vous diront directement
les problèmes de gestion se posent par rapport aux hommes politiques. L'homme politique que vous êtes, M. Charles Kangala. L'homme politique essaie de mettre la main partout, fouiller partout. Bizarrement, au Congo, les politiques deviennent beaucoup plus riches que les hommes de carrière, que les hommes de terrain. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'on cherche l'équilibre, c'est donc l'ensemble de relations qu'il faut observer. Et l'État n'est pas une chose. En tant que tel, n'existe pas. Le terme État représente un certain nombre d'initiatives d'hommes et de femmes, c'est-à-dire vous et moi, qui ensemble constituent sa réalité. Le problème qui se pose au niveau du pays, comme je ne cesse de le dire, lorsqu'on a un malade, il faut lui administrer un traitement approprié à la place de calmant. Le calmant, c'est quoi? C'est traiter les problèmes d'une manière superficielle. Nous devons être en état de respecter les lois de la République. Et comme je peux aussi le dire quelque part, que seules les élections ne garantissent pas la démocratie. Parce que par démocratie, j'entends le respect des lois de la République. Et ces lois ne peuvent être plus ou moins respectées dans une société où il y a la quantité suffisante de biens et de services par rapport aux besoins de la population. S'il arrivait aujourd'hui, par la voie référendaire qu'on organisait, des élections pour poser la question aux Congolais, s'ils sont pour ou contre le vol. Je suis convaincu que la majorité des Congolais votera contre le vol. Mais le problème ne sera pas résolu parce que la majorité a voté contre le vol. Le problème résiderait au niveau de ce que l'État met en face de celui qui a voté contre le vol, pas pour qu'il ne vole pas, mais pour qu'il ne soit pas en état de voler. Mais personne ne me contredira aujourd'hui si j'ai confirmé que la lutte politique qui est menée par la classe politique actuelle n'est pas inscrite dans les processus d'une rupture avec la mauvaise gouvernance tant décriée. Elle est plutôt celle d'accéder aux mêmes avantages sociaux à la place et lieu de ceux qui sont en charge de l'exercice étatique. Au-delà de nombreuses déclarations et faits d'annonces reconnus à la classe politique congolaise, nous devons avoir un débat sur le projet de bonne gouvernance. Ici, je veux dire qu'aux questions actuelles, le problème du Congo est avant tout économique que politique. C'est la pauvreté qui fait qu'il y ait plus de Congolais qui s'intéressent plus à la politique qu'à l'ordre économique. Et le ventre affamé n'a point d'oreille. Même quelqu'un qui n'est pas mal intentionné, à force de ne pas être à mesure de faire face à ses besoins, cet individu-là est tenté de pouvoir aller au-delà de ses limites. Dans son discours d'investiture le 6 décembre 2006, Joseph Kabila qui a dit, je cite, « Les portes de la prison seront grandement ouvertes. » 2011, pardon. Non, 2006. En 2006 qu'il a dit. « Les portes de la prison seront grandement ouvertes pour toutes les personnes qui essaieraient de toucher à la caisse de l'État, de faire quoi que ce soit, de détourner des fonds. » Récemment, il a même nommé l'ancien ministre de la Justice comme son conseiller en charge de cette question de la corruption et tout. Mais depuis là, jusqu'à aujourd'hui, nous ne retrouvons pas de mandataire public qui se retrouve à la prison. Nous n'avons pas de politiques qui se retrouvent à la prison parce qu'ils ont détourné. Mais nous avons plus dans nos prisons des prisonniers politiques, des prisonniers de pensée
que des personnalités politiques qui ont touché. Vous ne partagez pas, vous avez dit que vous n'êtes pas, la lutte que mène ces gouvernements n'est pas n'est pas axée dans le sens d'arranger ces histoires. Je rectifie, je corrige, je n'ai pas dit que la lutte qui est menée par ces gouvernements, je dis la lutte qui est menée par la classe politique actuelle. Vous faites partie de quelle classe politique? Je fais partie de la classe politique républicaine. Elle est actuelle est très active. Elle est celle qui soutient les efforts fournis par l'administration Kasavubu, par l'administration Mobutu, par l'administration de Kabila le père et par l'administration de Joseph Kabila. Et cette opposition condamne les échecs de ces administrations-là. Et elle propose deux solutions, des pistes de solutions qui feront que le pays soit en mesure de produire plus, vendre plus à l'extérieur et importer moins. Classe politique, votre opposition républicaine, vous la statuez comment? Cette opposition se retrouve où? Ici, on a la majorité, je reparle l'MP, majorité présidentielle. On a l'opposition avec plusieurs facettes, la dynamique, l'art, le G7. Bizarrement, toutes ces plateformes se retrouvent aujourd'hui ensemble avec un rassemblement qui est issu du conclave de Cheval. Vous retrouvez où votre opposition, soi-disant républicaine? Républicaine par rapport à quoi? Par rapport aux lois républicaines? Par rapport à quoi? Par rapport à la manière d'aborder le problème du Congo profond. Ici, je vous ai dit, à la place du débat en toute responsabilité sur le projet de bonne gouvernance. Vous verrez, lorsque vous observerez bien, vous verrez que tous les partis que vous venez de me citer, vous ne verrez aucun qui se penche sur un projet de bonne gouvernance, si ce n'est que sur ôte-toi de là, que je m'y mette, que tu t'y mettes, pourquoi faire, avec quel projet? C'est pour peut-être faire pire que ceux qui sont là. Monsieur Nkalamoulou, est-ce que vous avez eu le temps de lire le projet de société de l'UNC de Vital Cameron? Vous avez eu le temps de jeter un œil? Laissez les soins à l'avenir orienter les événements. Parce que j'ai eu le temps de jeter un œil sur les écrits cochés par ce parti. Je me suis dit, bon sens, on ne retrouve pas ça. On rappellerait que le plan du pays de M. Kabila, avec la Majou, la formule, les 5 chantiers, n'était pas si mauvais que ça. C'était un plan magnifique, génial. Mais là, ne pose pas le problème. Le problème est dans la concrétisation. Aujourd'hui, l'opposition républicaine, vous pouvez avoir un beau projet, mais la concrétisation, ça serait un problème. Mon homme, M. Ngalamoul, le ministre de l'économie, il s'étape le même 15 ou 25 personnes sur le boulevard du 30 juin, 150 sur le boulevard Lumumba. Et là, vous voulez que les peuples fassent quoi? Restez là en train de vous applaudir. Excellence, excellence, président. Et tout dépend de personne. Quant à porter l'accusation d'une manière un peu hasardeuse sur mes intentions, du point de vue la gestion, je crois que ce serait hasardeuse. Et vous venez de dire que le 5 chantiers du président de la République représente un bon projet, mais du point de vue pratique, ça ne représente pas grand-chose. Mais ici, je vous dirai quelque chose. Et pourtant, je ne suis pas kabiliste. Moi, je trouve qu'il est indigne de la part de ceux qui émettent des jugements sans nuance sur la gestion du président de la République. Lorsque il arrive que ces gens émettent
et de jugements sans nuance, sans se donner même la moindre peine d'évaluer ce qui a été bien fait et ce qui reste à faire. Est-il réellement juste d'affirmer qu'au Kabila n'a rien fait? La population va répondre. La population est-il réellement juste d'affirmer que M. Nkalamoulou m'a dit que ça serait injuste de faire des jugements sans nuance? Est-il réellement vrai que Kabila n'a rien fait? Ça, moi, je n'ai pas de réponse. Moi, je sais qu'au moins la population a de réponse. Mais la population va revenir avant le 17 mai 1997. Aujourd'hui, quel est le changement? La population va revenir le 20 janvier 2001, avant que monsieur, le 25 janvier 2001, avant que monsieur Kabila ne prenne le pouvoir, Kabila Joseph, parce qu'il a pris le pouvoir le 26 janvier 2001. Quels sont les changements? Quels sont les non-changements? Est-ce que nous sommes dans les statu quo? Est-ce que nous sommes dans une sorte de dynamisme? Moi, je n'ai pas de réponse. La population a de réponse. Dire que tout a bien marché serait faire preuve d'une naïveté déconcertante. Et lorsqu'on observe ce qui s'est passé depuis 1997, mais tout dépend de quel état ceux qui ont pris le pouvoir ont trouvé le pays. Le pays était dans quel état? Vous savez que détruire, c'est facile. On ne peut pas demander à quelqu'un de construire dans un an ce qui a été détruit pendant autant d'années de la dictature. Moi, je vous dirais quelque part que la gestion du pays s'est définie dans la continuité. Je vous dis tout à l'heure que tout, je ne vous dirai pas que tout a bien marché. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Vous qui voulez le remplacer, autant de nombreuses déclarations et effets d'annonce, il faut avoir un débat en toute responsabilité sur un projet de bonne gouvernance capable de rétablir les équilibres économiquement rompus. Le problème de ce pays est avant tout économique que politique. Donc, aux questions actuelles, nous devons y apporter des solutions proprement économiques, pénétrées d'intelligence et de raison. Le pays a été fortement détruit. Mais bizarrement, l'homme africain n'est pas responsable de ses échecs. L'homme africain est plus responsable de ses réussites. Lorsqu'un Africain échoue quelque part, il essaie de coller son échec à d'autres personnes. Mais lorsqu'il réussit quelque part, il se tape la poitrine. Les Belges sont partis il y a 56 ans. Les Congolais, c'est qu'il est aujourd'hui. Vous, les politiques congolais ou la population congolaise, continuez à jeter la responsabilité sur la Belgique. Mobutu est parti il y a 19 ans aujourd'hui. Je crois qu'un enfant de 19 ans sur le sol congolais est mature. Il a la carte d'électeur, il s'est voté. Il a déjà un diplôme d'État. Il est à l'université. On continue à jeter les responsabilités de l'échec de certains gouvernements à M. Mobutu. M. Laurent Désiré Kabila est parti il y a aujourd'hui 15 ans qu'il est parti. Comment voulons-nous continuer à jeter le sort de ces pays à M. Laurent Désiré Kabila? Or, d'autres pays, ce sont des vies développées dans un temps record. On vous voit, à vous écouter parler, on vous voit plus un kabiliste, un défendeur du principe du kabilisme, non kabilisme Mouzé, mais kabilisme de Joseph Kabila. Nous croyons fort que vous serez au dialogue convoqué par M. Kabila. En tant qu'acteur politique, je serai pour porter ma contribution. Mais je ne sais pas pourquoi vous me traitez de kabiliste, parce que vous n'aimez pas que je vous dise ce qu'il y a de juste et ce qu'il y a de réel. Je suis de ceux-là parce que je vous ai dit que l'opposition républicaine soutient les efforts fournis, condamne
les échecs et propose des pistes de solutions. Je ne vois pas, vous n'avez pas tourné autour de ces 3 points de vue que j'ai soulevés. Vous voulez me donner comme étiquette et comme étant kabyliste. Je vous ai dit que je ne suis pas kabyliste, mais je suis un observateur politique. Et je ne suis pas de ceux-là qui condamnent sans nuance, sans se donner la moindre peine d'évaluer ce qui a été bien fait et ce qui reste à faire. M. Ngalamouloumé, dans une salle de classe, sur 10 élèves, après une interrogation, le professeur constate qu'il y a au moins 5 élèves qui ont échoué. Mais lorsque vous vérifiez sur le papier de ces élèves-là, vous remarquez qu'ils ont écrit quelque chose. Mais leur échec est fondé sur la cote qu'ils ont réussi. Ils sont en deçà de la moyenne. Donc, une interrogation qui coûterait 10 points, ces élèves n'en ont fait que 4,5. Donc, c'est un échec. Si quelqu'un se dit que Kabila, son bilan est un échec, donc il n'a pas dit qu'il n'a rien fait. Donc il a fait quelque chose, mais ça n'a pas marché. Moi, j'ai dit, je ne suis pas politique, j'ai dit que les projets 5 chantiers, c'est un bon projet. Mais il s'est posé un problème dans l'applicabilité, dans l'exécution de ces projets. Est-ce que vous soutenez cela? Acceptez que les téléspectateurs vous traitent comme, vous qualifient d'un kabyliste? Je ne me suis pas encore exprimé là-dessus. Je vous ai dit que lorsqu'on dit qu'on est de l'opposition républicaine, on soutient les efforts fournis, on condamne les échecs et on propose des pistes de solutions. Quels sont les efforts fournis par l'administration Kabila? On en a déjà parlé. Les échecs. Les échecs, je vous dirais que tous les 3 premiers ministres nommés pendant sa mandature ont échoué parce qu'ils n'ont pas attaqué le mal à la source. Je vous ai dit, et je le répète bien, que le problème du Congo est avant tout économique. Il ne suffit pas de choses de favoriser le genre de slogans, changement de mentalité, objectif 80, nouvelle citoyenneté. Ce sont des bons projets pour l'avenir, objectif 2030, changement de mentalité. Nous devons changer l'homme congolais avant tout décollage. Je vais prendre l'exemple d'un enseignant qui habite Ngaliema et qui enseigne à Massina. Avant d'aller enseigner, cet enseignant emprunte le transport chez des voisins, tout en ayant le retard des loyers de 3 mois, l'électricité impayée, les minervales des enfants impayés. Il arrive à l'école, il passe son examen à ses 70 étudiants. Sur 70, il y a 40 qui est réussi. Les 30 qui ont échoué lui préparent l'enveloppe et ils vont le trouver pour lui dire « Monsieur, nous, on ne veut pas refaire la classe ». Et cet enseignant qui est bien intentionné de changer la mentalité, devant l'enveloppe que lui amènent ses étudiants et le changement des mentalités, de quel côté se penchera-t-il? Et ce que je dis pour l'enseignant, je peux aussi le dire pour un fonctionnaire, un huissier, qui est chargé de transmettre les dossiers. Lorsque vous lui apportez les dossiers, vous devez mettre quelque chose à l'intérieur. Les sous-bassements, attendez, que je termine l'idée. Vous devez mettre les sous-bassements pour que votre dossier soit transmis. Et lorsque vous amenez le dossier sans sous-bassement, il ouvre et vous dit, mais tata, yo, il y a un dossier boulumbu boy. Ce qui est musique mi bongati akakambundanagati. Et vous demandez à ce huissier qui, grâce à ce sous-bassement, il paye son loyer, il paye même le transport pour venir au travail, et vous lui demandez de changer les mentalités. C'est comme un papa qui interdit à son enfant de pleurer lorsque l'enfant pleure qu'il a faim. Vous comprenez? Le problème, il faut l'attaquer à la source. La source, c'est-à-dire création de nombreux emplois,
donner des salaires décents. Par salaire décent, j'entends que chaque Congolais qui travaille, quel que soit son rang social, puisse, grâce à son salaire, être en mesure de payer son loyer, manger du 1er au 30, assumer le transport, les soins médicaux et l'éducation nationale, l'éducation de ses enfants. Ce Congolais qui a, grâce à son salaire, rempli ces 5 conditions, sera en mesure de payer l'impôt. Savez-vous au moins que la première ressource du revenu de l'État vient de taxes et d'impôts? Mais pour que vous et moi puissions être en mesure de payer de l'impôt à l'État, nous devrions avoir non seulement du travail, mais avoir un salaire décent. Voilà les devoirs là où l'État et où l'administration de Kabila a échoué. Pensez-vous que vous, avec votre opposition, une fois aux affaires, vous serez à mesure de donner ces 5 conditions à la population? Ou encore votre discours n'est qu'une sorte non, c'est comme si les corbeaux et les renards, vous devez un peu essayer de bercer Kabila et son équipe pour qu'enfin vous vous retrouviez au mangeoire encore? Ou encore vous faites une lecture politique saine? Mais les populations, c'est dirait comme si vous faites cette lecture pour se retrouver au mangeoire. Vous devez encore rentrer là-bas et chercher à se faire plus de 300 maisons comme un ministre congolais. Attends, plus de 300 maisons. Mais vous savez que je suis ici depuis 2003. Et je suis très actif sur le plan politique. Croyez-vous que c'était ces possibilités-là qui manquaient pendant autant d'années pour attendre que Kabila soit à la fin de son mandat pour que je puisse lui faire les yeux doux et avoir un poste? Peut-être les stocks sont épuisés. Les stocks que vous avez amenés là depuis 2003, ça fait pratiquement 13 ans, peut-être les stocks sont épuisés. Non, loin de là. Ça devrait, les stocks devraient s'épuiser depuis 1975 que je suis dans l'opposition. Votre opposition là, M. Ngalamoule, est plus vieille que celle de Etienne Tshisekedi, je vois. Je vous laisse les soins de les confirmer. Tshisekedi a commencé son opposition en 1982, vous la vôtre en 1975. Une question, vous êtes partant des résolutions du conclave de Jeval? Ça peut être de Jeval, ça peut être du président de la République, ça peut être 22077. Vous savez que lorsque les hommes sont en divergence, il est impérativement recommandé à ce qu'ils se retrouvent afin de dégager les pistes de solutions qui favorisent l'entente et la sérénité. Que dirais-je, la diversité entre les hommes n'est pas toujours le signe d'un échec entre les membres de la même communauté. Elle est plutôt l'expression d'une opinion en liberté et acte qui, pour l'intérêt supérieur de la nation, permet aux différentes parties en face et à travers le dialogue parvenir à un consensus humainement acceptable pour l'intérêt du pays. Le Congo ne sera jamais reconstruit dans un climat de haine, d'exclusion et de vengeance parce que les formes devant revêtir les bonnes relations entre toutes les filles et fils de ce pays sont à la portée de ceux qui y souscrivent et pensent en ce sens. M. Ngalamoule, on a longtemps parlé de l'économie, parlons maintenant de la politique. Vous pensez que cette population qui nous sauve en ce moment a besoin d'un autre dialogue pour sauver ces pays? Un consensus, oui. Un consensus, si. Mais nous avons eu un consensus à Sun City en 2003. On va commencer à chaque fois, chaque 10 ans, on va revenir encore au dialogue. Chaque 10 ans, revenir au dialogue. Pour aller où? Kabila avait une mission. Avait une mission d'organiser des dialogues et de faire une passation du pouvoir
dans la tranquillité la plus possible. Mais là, on va encore revenir au dialogue. Après le dialogue, on aura un gouvernement de large union nationale où Ngala Mouloumé, Janska va se retrouver ministre de l'économie. Parce qu'il soutient le dialogue. Je ne soutiens pas le dialogue pour être ministre de la transition. Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque les hommes sont en divergence, il est impérativement recommandé à ce qu'ils se retrouvent dans le but de dégager des pistes de solutions qui favorisent la paix durable. Sans la paix durable, il n'y aura pas la construction du pays. Vous savez, il faut éviter. Les Congolais ont une mémoire très courte. Non, je m'exprime. Les Congolais ont une mémoire très courte. On ne peut comprendre le présent dans le but de construire l'avenir que lorsqu'on a la connaissance profonde du passé. La conférence nationale souveraine, qui avait fait 2 ans et demi, 3 ans dans d'autres pays africains, sauf ici au Zaïre, elle a mis plus de 6 ans et demi. Ça n'aboutit à rien. À la place de trouver un compromis politique avec Mobutu, qui était mourant, le radicalisme, je répète bien, a favorisé le déclenchement d'un certain nombre de rébellions à l'est du pays qui ont décimé plus de 6 millions de Congolais et à qui imputerions-nous ce drame de 6 millions de Congolais qui ont été gratuitement tués comme ça. Et comme on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes radicalistes de la conférence nationale souveraine veulent répéter la même chose pour le dialogue. Attends. Si on essaie d'analyser vos dires, le radicalisme de la conférence nationale qui a mené à plus de 6 millions de morts, essaie de revenir encore. Là, vous connaissez ce radicalisme à M. Etienne Tshisekedi ou comment? Je ne me mets pas en contradiction avec mon aîné. Je n'ai pas cité son nom. Dans l'opposition, il n'y a pas que lui qui se radicalise contre le dialogue. Mais vous vous rappelez bien que lorsque lui avait dit qu'il acceptait d'aller au dialogue, qu'il y avait, s'il faut appeler une grande partie de l'opposition. Non, lui, il accepte les matins, il réunit les soirs. Ah, non, mais ça, c'est ça. Je ne veux pas rentrer dans sa manière d'aborder les problèmes, mais il ne faut pas. Monsieur Ngala Mouloumé, il y a une frange de la population qui pense que l'air n'est plus au dialogue, parce que le dialogue coûterait une enveloppe pour ces pays, que les politiques ne cotisent jamais. Si on appelle les politiciens dans ces dialogues sans per diem, ils n'iront pas. Nous savons tous comment est-ce que ces politiciens vivent. Ils acceptent plus les dialogues pour des per diem. Peut-être vous faites partie de cette liste de personnes qui acceptent les dialogues pour les per diem. On ne sait pas si ça serait 100 ou 50 dollars par jour, on ne sait pas. C'est encore ça. Après ça, ça va prendre un peu plus de temps. Après les dialogues, ça serait des tournures pour essayer de consulter, on sait où. Au finish, on aura passé 2016 sans rien faire. Il peut revenir au chaos ou encore revenir à un format 1+68 cette fois-ci parce qu'on a déjà 24 provinces, 25 provinces. C'est pas la fois passée, on a eu 1+4 parce qu'il y avait 4 tendances. Les Ngala, les Swahili, les Chiluba, les Kikongo. Cette fois-ci, on aura peut-être 1+12 ou 13, diviser les provinces par 2. On sera où? Mais je ne pense pas que vous m'aviez bien saisi dès le départ. Je vous ai dit que le problème de ce pays est avant tout économique que politique. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait plus de Congolais qui s'intéressent à la politique active que de trouver un emploi ailleurs? Mais vous avez la réponse. Vous êtes économiste et on vous voit plus dans la politique.
que dans des séminaires et des conférences économiques. Je suis dans la politique pour trouver des solutions économiques. Il y en a combien de politiciens, des économistes comme ça qui sont dans la politique pour trouver des solutions? Depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Rien. Monsieur Ngala Mouloumé, en tant qu'économiste, en tant que politique, si vous êtes dans les affaires, comment pensez-vous remonter la pente beaucoup plus sur le plan économique que sur le plan politique? Parce que sur le plan politique, nous avons des personnalités que vous êtes, qui sont très éminents, mais là où on échoue, ce sont plus le plan économique. Le véritable moteur du développement économique est la somme d'une quantité d'énergie disponible. Et si nous voulons gagner la bataille économique, nous devons commencer par gagner celle de l'énergie. Il est inconcevable de parler de la croissance économique dans un pays où la production de l'énergie est en décroissance. Il appartiendrait à ceux qui sont en charge de l'exercice étatique de faciliter la tâche à l'entrepreneuriat privé. Seul l'entrepreneuriat privé est appelé à créer plus d'emplois, donner des salaires décents aux travailleurs congolais. La population congolaise est estimée aujourd'hui à 90 millions. Admettons s'il arrivait par exemple que 50 millions de Congolais avaient de l'emploi et un salaire décent. Par salaire décent, j'entends que chaque Congolais qui travaillait, s'il touchait ne fût-ce que $500 par mois. Et lorsque je dis $500, je prends ça comme salaire de base, parce que dans ce pays, il y a des gens qui touchent $20 000, qui touchent 18, qui touchent 5, qui touchent $2 000. Je prends comme salaire de base $500. Et sur les $500, on retient $50 d'impôts par mois. Prenons $50 multiplié par 5 millions, 50 millions de Congolais qui travaillent. Ça fait 2,5 milliards qui rentrent dans la caisse de l'État du point de vue salaire, disons impôt sur le salaire. 2,5 milliards qui rentrent chaque mois. Et lorsqu'on prend 2,5 milliards, on multiplie par 12 mois, ça fait déjà 30 milliards de dollars du revenu de l'État sur le salaire de travailleurs. Et sans compter les impôts sur petites, moyennes et grandes entreprises, sans compter des gérades, sans compter douanes, sans compter d'autres services de l'État qui renflouent les caisses de l'État avec de l'argent. Mais le budget du Congo aujourd'hui est de combien? Ça tourne autour de 6 à 7 milliards. Je vous ai démontré que le revenu, la première source du revenu de l'État vient d'impôts. Il faut que l'État aide le peuple congolais à trouver du travail, parce que les Congolais auront du travail, et ces Congolais-là seront en mesure de payer des impôts à l'État, et l'État qui a plus de moyens sera en mesure de réorganiser et équiper les services de renseignement, la police, l'armée et l'administration publique. L'État qui a plus de moyens sera en mesure de payer décemment les fonctionnaires, les agents de l'État. Et à ce moment-là, il leur parlera des changements de mentalité. Monsieur Ngala Mouloumé, on rappelle que vous êtes économiste, politicien, vous faites partie de l'opposition républicaine. De votre passage sur notre plateau, que nos téléspectateurs retiennent quoi de vous? Que notre pays ne sera jamais reconstruit dans un climat de haine, d'exclusion et de vengeance. Parce que les formes devant revêtir les bonnes relations entre toutes les filles et fils de ce pays sont à la portée de ceux-là qui y souscrivent et pensent en ce sens-là. Donc l'impulsion et la dynamique que nous devons y imprimer nécessitent une intervention ponctuelle, c'est-à-dire le dialogue, devant permettre la stabilité, laquelle stabilité favorisera la paix durable
pour qu'enfin le pays soit reconstruit. Voilà ce que je peux donner comme conclusion aux choses. Merci, chers téléspectateurs. On a parlé politique, on a parlé beaucoup plus économie, on a parlé comment redresser notre pays. Monsieur Ngalamou Loumé Jean-Oscar était notre invité pour ce jour. Nous vous disons un grand merci et le rendez-vous est pris à la prochaine avec notre invité. Merci à vous.